6 juillet 1940 à Berlin. Adolf Hitler célèbre sa victoire en Europe. Son chef d'état-major le surnomme le plus grand chef de guerre de l'histoire. Depuis Moscou, son allié, le dirigeant russe Joseph Staline, lui envoie ses félicitations. À Londres, le Premier ministre britannique Winston Churchill est isolé. À Washington, le président américain Franklin Roosevelt se tient à l'écart. Au cours des 5 années qui vont suivre, les relations entre ces 4 hommes vont connaître une transformation totale. Pendant que leur pays s'affronte militairement, ces 4 maîtres de guerre du XXe siècle vont se livrer une véritable guerre de l'esprit. What started as a European war has developed into a war for world domination. Cette guerre repose sur une série de duels psychologiques dans lesquels chacun va mentir, comploter, charmer, flatter et tromper pour gagner. Ces bras de fer vont opposer non pas des ennemis, mais des hommes qui sont alors des alliés et qui vont pourtant se montrer individualistes, colériques, monstrueux, et malgré l'image flatteuse que l'on a de certains d'entre eux aujourd'hui, motivés par leur propre intérêt politique. We shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which may... De ces duels naîtront les stratégies qui dicteront les plus grandes batailles de l'histoire. Ils provoqueront un bouleversement dans l'équilibre mondial, de l'ère des empires coloniaux européens à celle de 2 superpuissances idéologiquement opposées, avec des conséquences dramatiques pour des centaines de millions de personnes. L'Obersalzberg, dans le sud de l'Allemagne, l'une des plus belles régions du monde. C'est ici, en août 1939, qu'Adolf Hitler imagine l'inimaginable. Il s'est mis en tête d'envahir la Pologne, que ses généraux lui ont conseillé d'attaquer avant les pluies de l'automne. Mais la Grande-Bretagne et la France ont averti qu'elles prendraient les armes pour protéger la Pologne. Et une chose gêne Hitler, la crainte que la Russie se retourne aussi contre lui et l'oblige à se battre sur 2 fronts. Une guerre sur 2 fronts. Justement ce qui, dans son esprit, a entraîné la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale 20 ans plus tôt. Il n'y a qu'une solution, un pacte avec son pire ennemi idéologique, Joseph Staline. Hitler fait des avances à Moscou. Sans le savoir vraiment, il vient d'entamer avec Staline un duel mental qui, au cours des 2 années suivantes, va déterminer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Staline accueille les avances d'Hitler avec beaucoup de méfiance. Il a passé des heures à lire Mein Kampf, écrit 15 ans plus tôt, en soulignant certains passages, comme l'opinion d'Hitler sur les dirigeants bolcheviques. N'oublions jamais que les dirigeants de l'actuelle Russie sont de vulgaires criminels, la lie de l'humanité. Mais Staline sait qu'Hitler a désespérément besoin de faire alliance avec lui. Il accepte donc de recevoir à Moscou le ministre allemand des Affaires étrangères, Ribbentrop. Le ministre de la propagande d'Hitler, Joseph Goebbels, note dans son journal « 22 août 1939. Pacte de non-agression avec Moscou, parfait. Ribbentrop à Moscou mercredi. C'est bien. Nous maîtrisons la situation. Nous allons pouvoir dormir plus tranquillement. » Le 23 août, Ribbentrop atterrit à Moscou.
Mais Hitler a besoin de s'assurer d'un détail. Il envoie son photographe personnel, Heinrich Hoffmann, photographier les oreilles de Staline pour voir si ces lobes sont collés et juifs ou décollés et ariens. Ils sont décollés. Staline a réussi l'examen. Peu après minuit, le 24 août 1939, le pacte germano-soviétique est signé, assorti d'un protocole secret prévoyant le partage de la Pologne entre l'Allemagne et la Russie. Hitler téléphone à Ribbentrop. Ça va faire l'effet d'une bombe. Ainsi que le note Goebbels, ce n'est pas la force, mais la crainte d'être poignardé dans le dos par Staline qui a forcé Hitler à effectuer la plus grande volte-face de l'histoire. Hitler estime être dans une position qui l'oblige à quémander des faveurs. Et nécessité fait loi. En période de famine, le diable se nourrit de mouches. Au Kremlin, Staline propose un toast. Je sais l'amour que la nation allemande porte à son Führer. J'aimerais donc boire à sa santé. Comme Hitler, Staline est poussé par la crainte, celle d'être attaqué par l'Allemagne. Le soir même, il déclare à sa garde rapprochée: Il ne s'agit naturellement que d'un jeu pour voir qui peut tromper qui. Il pense avoir été plus malin que moi, mais en réalité, c'est moi qui l'ai berné. Staline s'est trouvé un allié pour lequel il éprouve depuis longtemps une admiration secrète. Observant la façon dont Hitler a éliminé ses rivaux au sein du parti nazi durant la nuit des longs couteaux en 1934, il s'est ainsi exclamé: Vous avez entendu ce qui s'est passé en Allemagne? Un sacré gaillard, ce Hitler. Formidable. Voilà qui dénote une grande habileté. Cette admiration n'a rien de réciproque. Durant ses premières années au pouvoir, Hitler est resté accroché au rêve exposé dans Mein Kampf, une alliance avec l'Empire maritime britannique qui lui permettra de s'étendre vers l'Est pour assurer au Troisième Reich son espace vital. Ce n'est que lorsqu'il est devenu évident que ce projet n'aboutirait pas qu'Hitler a commencé à voir dans Staline un allié potentiel. Staline est le premier des deux à avoir perpétré des tueries massives. Ces purges ont coûté la vie à des millions de personnes. Il a un jour comparé ses victimes aux propriétaires terriens massacrés par Ivan le Terrible 400 ans plus tôt. Qui se souviendra de cette racaille dans 10 ou 20 ans? Personne. Qui se souvient aujourd'hui du nom des boyards dont Ivan le Terrible s'est débarrassé? Personne. Une semaine avant l'invasion de la Pologne, Hitler tient à ses généraux des propos tristement similaires. Gengis Khan a fait tuer des millions d'hommes et de femmes de son plein gré, et le cœur léger, et l'histoire le voit comme un grand bâtisseur d'empire. Et après tout, qui parle encore aujourd'hui de l'extermination des Arméniens? Pour l'un comme pour l'autre, les tueries massives ne sont qu'une arme au service de l'idéologie. Qu'ils soient communistes ou nazis, l'État prime. Les individus sont considérés comme quantité négligeable. Cette idée s'applique même à leur vie privée. Hitler a des maîtresses secrètes, dont la plus célèbre est Eva Braun. Mais en public, aucune femme ne peut s'interposer entre la nation et lui. Selon l'une de ses secrétaires, il ne cesse de répéter: Ma maîtresse, c'est l'Allemagne. Staline, lui, a été marié 2 fois et il a eu des enfants. Mais le suicide de sa deuxième femme, Nadia, en 1932, n'a fait qu'accentuer sa brutalité. Faisant écho à Hitler, il déclare à un proche: Un vrai bolchevique ne doit et ne peut avoir de famille, car il doit se donner tout entier au parti. Il dit à son fils Vassili: Je ne suis pas Staline. Staline,
c'est le pouvoir soviétique. À présent, en août 1939, ces deux dictateurs idéologiquement opposés se trouvent liés l'un à l'autre. 8 jours après la signature du pacte germano-soviétique, Hitler envahit la Pologne. La Grande-Bretagne lui déclare la guerre. Winston Churchill rejoint le gouvernement britannique. Staline soutient publiquement son allié nazi en déclarant à la face du monde: Ce n'est pas l'Allemagne qui a attaqué l'Angleterre et la France, mais l'Angleterre et la France qui ont attaqué l'Allemagne. L'asservissement de la Pologne renforce encore les liens entre les deux partisans de la violence totalitaire. Les SS tuent 60 000 juifs et membres de la classe dirigeante polonaise. Pour Hitler, c'est une première expérience des tueries massives. Et cela exerce sur lui une profonde influence en lui montrant que ses partisans ne rechignent pas à commettre de tels actes. La police secrète de Staline, le NKVD, rompu depuis longtemps aux tueries, va se livrer à des massacres similaires dans l'est de la Pologne. Parmi ces victimes, plus de 20 000 officiers et prisonniers politiques, dont les corps seront retrouvés 3 ans plus tard. Pendant que leur police secrète se déchaîne en Pologne, les deux dictateurs font face à leur destin, la main dans la main. Au cours des 2 années suivantes, dans une guerre psychologique sans précédent, ils vont tous deux nourrir une série d'illusions qui vont les conduire à commettre une erreur colossale et les précipiter dans le conflit le plus sanglant de l'histoire. Staline s'est allié à Hitler en toute connaissance de cause. Il est parfaitement conscient d'avoir pactisé avec le diable. Mais il est persuadé que l'accord va protéger l'Union soviétique et lui ouvrir des possibilités. Une semaine après l'invasion de la Pologne, il déclare à ses proches: Une guerre est engagée entre 2 groupes de pays capitalistes. Hitler, sans le comprendre ni le vouloir, est en train d'ébranler le système capitaliste. Nous pouvons manœuvrer, les dresser les uns contre les autres pour les amener à se battre aussi farouchement que possible. Staline prévoit aussi un autre résultat positif, l'occasion d'étendre son empire. Qu'y a-t-il de mal à ce que, du fait de la déroute de la Pologne, nous étendions le système socialiste à de nouvelles terres et populations? Pour Hitler aussi, l'alliance avec la Russie ouvre la porte à la conquête. Il peut à présent consacrer toute son énergie et son attention à planifier l'invasion de la France. Joseph Goebbels souligne son espoir d'une collaboration durable avec Staline. 1er octobre 1939. Entretien privé avec le Führer. Il est convaincu de la loyauté de la Russie. Après tout, Staline devrait en tirer un profit énorme. Pour sa part, Staline est moins convaincu de la loyauté d'Hitler. Mein Kampf reste gravé dans sa mémoire, surtout les ambitions de jeunesse du Führer, conquérir le territoire russe pour le nouveau Reich allemand. Quand on parle de territoire en Europe aujourd'hui, on ne peut avoir à l'esprit que la Russie et ses immenses États frontaliers. Conscient qu'Hitler pourrait un jour se retourner contre lui, Staline entreprend d'établir des zones tampons contre une éventuelle attaque nazie. Il oblige les États baltes, la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie, à accueillir des garnisons russes. Il déclare à une délégation lettonne: La situation a pris un tour imprévu, mais on ne peut pas s'y fier. Nous devons être prêts à temps. D'autres n'étaient pas prêts et en ont payé le prix. Les Allemands pourraient attaquer. Staline fait également pression sur la Finlande pour qu'elle lui cède une bande de terre destinée à servir de zone tampon. Les Finlandais refusent. Staline les envahit.
c'est un fiasco. En quelques jours, des milliers de cadavres de soldats russes jonchent la neige. L'armée rouge finit par avoir le dessus, mais pas avant d'avoir perdu 125 000 hommes. Staline envoie ses commissaires politiques fusiller les commandants russes. Mais en réalité, c'est lui qui est responsable. Ces purges ont privé l'armée rouge de ses meilleurs officiers. Goebbels note que l'incompétence de l'armée rouge apporte à Hitler un réconfort supplémentaire. 15 mars 1940. Les Russes ne pourront jamais devenir dangereux pour nous. Si Staline fusille lui-même ses généraux, nous n'aurons pas besoin de le faire. Jusqu'à présent, notre alliance avec la Russie n'a eu que des avantages. « 10 mai 1940. Hitler, son front est sécurisé par Staline, lance son blitzkrieg à l'ouest. L'armée allemande progresse à toute allure à travers les Pays-Bas, la Belgique et la France. Les Britanniques se retrouvent seuls. Pour Hitler, c'est un triomphe. Pour Staline, un désastre. Nikita Khrouchtchev, futur président du Conseil des ministres, rapporte la réaction de Staline devant la victoire éclair d'Hitler. Je me souviens que j'étais avec Staline. Il était extrêmement nerveux. Il courait dans tous les sens en jurant comme un chauffeur de taxi. Il maudissait les Français, il maudissait les Anglais. Comment avait-il pu laisser Hitler les vaincre, les écraser? Staline ne voyait pas seulement la supériorité de l'armée allemande, il savait que les Allemands sentaient notre faiblesse à cause de notre campagne en Finlande. « 17 juin 1940, le gouvernement français demande l'armistice. La guerre longue et destructrice entre les États capitalistes et fascistes, attendue avec tant de satisfaction par Staline, n'aura duré que quelques semaines. Le lendemain, alors qu'Hitler fête sa victoire à Munich avec Mussolini, Staline, à contre-cœur, envoie ses félicitations à la Wehrmacht pour son remarquable succès. Pour Hitler, la victoire a vidé l'abcès. Elle a permis de venger la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale. À présent, pour la première fois dans sa vie politique, il veut marquer une pause dans sa stratégie de conquête et, revenant à ses premières idées, faire la paix avec la Grande-Bretagne. Le comte Ciano, ministre italien des Affaires étrangères, se trouve également à Munich. Hitler émet de nombreuses réserves quant à l'opportunité de démanteler l'Empire britannique, qu'il considère même aujourd'hui comme un facteur clé de l'équilibre mondial. Il est à présent comme un joueur qui, après avoir gagné gros, aimerait quitter la table sans rien risquer de plus. Mais Staline craint qu'Hitler, une fois la victoire obtenue à l'Ouest, ne soit immédiatement tenté de concrétiser sa vieille ambition d'un élargissement à l'Est. Il se lance alors dans une double stratégie très risquée, en entreprenant une campagne militaire de 10 jours pour étendre et protéger son empire, tout en s'efforçant de ne pas provoquer Hitler. Il occupe les États baltes et la Bessarabie, une province du nord de la Roumanie, comme prévu par le pacte germano-soviétique. Mais il décide aussi d'envahir une autre province roumaine, la Bucovine, dont le pacte ne parle pas. Dans son journal, le général Franz Halder, chef d'état-major d'Hitler, note l'inquiétude du Führer. 25 juin 1940. La question de la Bucovine soulevée par la Russie est nouvelle et va au-delà de notre accord avec les Russes.
Au même moment, le duel Staline-Hitler prend un tour inattendu. Staline reçoit une première lettre de Winston Churchill, devenu Premier ministre le jour où Hitler a lancé son Blitzkrieg. Dans sa lettre, celui-ci l'appelle à se méfier d'Hitler et à se rallier à la Grande-Bretagne. Staline ne répond pas. Et qui plus est, pour prouver à Hitler sa loyauté envers lui, il fait part à Berlin des avances de Churchill. Hitler, lui, interprète à sa façon ces deux événements, la rapacité de Staline en Roumanie et les sollicitations de Churchill. Avant la guerre, Hitler a décrit à son aide de camp ses mécanismes mentaux. Sachez que mon esprit fonctionne comme une machine à calculer. Chaque personne qui me fait un exposé introduit dans cette machine un petit rouage portant une information. Il se forme sur chacun de ces rouages l'image d'un nombre, j'appuie sur un bouton et la somme de toutes ces informations apparaît dans mon esprit. La machine à calculer d'Hitler commence à bâtir une thèse du complot qui va avoir des conséquences désastreuses. « 6 juillet 1940. Victorieux en Europe, Hitler rentre à Berlin où il est accueilli en héros. Un merveilleux soleil de juillet brille dans le ciel. Une extase inimaginable emplit la ville. La foule rugit. La gare ressemble à une immense salle des fêtes. Puis le Führer arrive. Un rugissement de joie retentit dans la gare. Ce jour-là, le commandant en chef de l'armée allemande, le général Keitel, le surnomme le plus grand chef de guerre de l'histoire. Mais au milieu de ce triomphe, Hitler est de plus en plus tourmenté par une pensée lancinante. De son point de vue, il a gagné la guerre. Alors pourquoi les Britanniques ne la mettent-ils pas et ne font-ils pas la paix avec lui? Il commence à se convaincre qu'il doit y avoir un facteur externe sur lequel compte Churchill. Une semaine après son retour triomphal à Berlin, le général Halder note une évolution capitale dans le raisonnement d'Hitler. 13 juillet 1940. Le Führer est très intrigué par la réticence persistante de la Grande-Bretagne à faire la paix. Pour lui, la réponse se trouve dans les espoirs qu'elle place dans la Russie. « 19 juillet 1940. Dans un discours au Reichstag, Hitler lance à la Grande-Bretagne son dernier appel en faveur de la paix. Churchill fait la sourde oreille. Plus tard le même jour, un autre rouage s'insère dans la machine à calculer d'Hitler. Aux États-Unis, Franklin Roosevelt est choisi par le Parti démocrate pour briguer un troisième mandat présidentiel. Et son discours d'investiture contient une critique de l'agression nazie. Hitler voit à présent des spectres se dresser dans le monde entier. 22 juillet 1940. Führersville. Raison pour la Grande-Bretagne de poursuivre la guerre. 1. Elle espère un changement en Amérique. 2. Elle met ses espoirs dans la Russie. Staline flirte avec la Grande-Bretagne pour la maintenir en guerre et nous lier les mains. Hitler se retire dans les montagnes de l'Obersalzberg. Sa méfiance s'accentue. L'été précédent, il rêvait ici de son pacte avec Staline. Maintenant, il est plein de soupçons.
À la fin du mois de juillet, il annonce à ses généraux le résultat de plusieurs semaines de réflexion angoissée. 31 juillet 1940, 11h30, Berghof. Le Führer conclut que la Russie est le facteur sur lequel compte le plus la Grande-Bretagne. Il a dû se passer quelque chose à Londres. Les Britanniques étaient totalement déconfits. À présent, ils ont retrouvé le moral. Une fois la Russie écrasée, le dernier espoir des Britanniques sera anéanti. Le plus tôt sera le mieux. Si nous commençons en mai 1941, nous aurons 5 mois pour finir le travail. Ce n'est encore qu'une idée. Mais en se fondant sur 2 sérieuses erreurs de jugement, la première étant qu'il a déjà gagné la guerre, la seconde qu'un accord secret est en préparation entre la Grande-Bretagne et la Russie, Hitler est en train de s'engager sur la route qui va le conduire à la catastrophe. Pour Hitler, l'invasion de la Russie n'est encore qu'une éventualité, au cas où les autres tentatives pour forcer les Britanniques à la paix échoueraient. Mais avec l'automne 1940, arrivent 4 longs mois de frustration. La RAF défait la Luftwaffe dans la bataille d'Angleterre. Les plans pour une invasion à travers la Manche sont discrètement ajournés. Malgré ce revers, Hitler se persuade qu'il en a fait suffisamment. 15 octobre 1940. Remarque du Führer sur la situation militaire. La guerre est gagnée. Le reste n'est qu'une question de temps. Mais il ne parvient toujours pas à forcer les Britanniques à un accord. Et il nourrit à l'égard de la Russie des sentiments ambivalents, en voyant ses troupes plus près de la frontière, tout en désirant que Staline se joigne à lui contre la Grande-Bretagne. Son aide de camp, le major Gerhard Engel, note dans son journal « 4 novembre 1940. Le Führer est visiblement déprimé. Il donne l'impression de ne pas savoir quoi faire. Puis arrive le moment où tout bascule. Le 12 novembre 1940, le ministre russe des Affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, arrive à Berlin à l'invitation d'Hitler. Il est accueilli en grande pompe, mais les conversations qui suivent sont tendues. L'objectif d'Hitler est d'offrir à la Russie une part des bénéfices de la victoire si elle l'aide à en finir avec les Britanniques. Il déclare à Molotov « La capitulation de l'Angleterre n'est qu'une question de temps. Des fragments de son empire subsisteront tout autour du monde. Il est temps de penser à la division de ces territoires après notre victoire. » Mais Staline n'a pas envie d'entrer en guerre aux côtés d'Hitler, ni de se livrer à des spéculations sur le démembrement de l'Empire britannique. Il a donné pour instruction à Molotov de découvrir ce que préparent les troupes allemandes en Finlande et en Roumanie, juste à sa porte. Molotov pose la question sans prendre de gants. Hitler lui offre de vagues assurances. Derrière les échanges de politesse, l'arrogance froide de Molotov et ses questions sur l'Europe de l'Est exaspèrent Hitler et le confortent dans son opinion. « 15 novembre 1940. Les entretiens avaient montré où la Russie voulait en venir. Molotov avait vendu la mèche. Le Führer était enfin soulagé. Cela ne resterait même pas un mariage de convenance. Quand Molotov lui rapporte ce qui s'est dit à Berlin, Staline comprend qu'Hitler est en train de se retourner contre lui. Début décembre, il déclare à ses généraux « Nous savons qu'Hitler est grisé par ses victoires et qu'il croit que l'armée rouge aura besoin d'au moins 4 ans pour se préparer à la guerre. Il va sans dire que 4 ans serait largement suffisant, mais nous devons être prêts beaucoup plus tôt. Nous allons essayer de retarder la guerre de 2 ans encore. »
Mais Hitler avance beaucoup plus vite que Staline ne l'imagine. Le 18 décembre 1940, il émet la directive de guerre numéro 21. La Wehrmacht doit se préparer, avant même la fin de la guerre contre l'Angleterre, à écraser la Russie soviétique dans une campagne rapide. La date de l'invasion est prévue pour mai 1941. Mais cette directive cache une incertitude. 18 décembre 1940. Je suis convaincu que le Führer lui-même ignore comment cela pourrait tourner. Il s'inquiète beaucoup du flou quant à la force des Russes, espère une reddition anglaise et ne pense pas que l'Amérique va entrer en guerre. Hitler a fini par prendre une décision lourde de conséquences. Une guerre sur 2 fronts, justement ce qu'il avait essayé d'éviter en signant le pacte de non-agression avec Staline. Il est persuadé à tort qu'un des fronts, celui de l'Ouest, est déjà gagné. Il ne lui reste donc plus qu'à frapper un grand coup contre la Russie pour que les Britanniques admettent leur défaite. Staline n'imagine pas un instant qu'Hitler puisse tenir un tel raisonnement. Lui est convaincu que l'Allemagne doit vaincre l'Angleterre ou passer un accord avec elle avant de s'attaquer à la Russie. Début 1941, il déclare aux membres du Politburo: « Ne nous faisons pas d'illusions. L'Allemagne fasciste prépare manifestement une attaque contre l'Union soviétique. Pourquoi Hitler veut-il parvenir à un accord avec l'Angleterre? Pour éviter une guerre sur 2 fronts. » Staline s'imagine qu'Hitler va agir de façon rationnelle. Et affronter en même temps l'Angleterre et la Russie est manifestement irrationnel. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que malgré leur ressemblance, il existe entre Hitler et lui une différence de taille qui réduit cette logique parfaite à néant. Lui-même est un homme méthodique, calculateur, travailleur, un maître du détail, qui signe personnellement des ordres d'exécution et consigne dans son carnet les plus infimes détails de la production d'or. Hitler, lui, est au fond un rêveur. Voici comment il explique son amour pour les montagnes de l'Obersalzberg. Quand je vais dans l'Obersalzberg, ce n'est pas uniquement pour la beauté du paysage. Je me sens loin des détails mineurs. Mon imagination est stimulée. Quand j'étudie un problème ailleurs, je le vois moins clairement. Je suis submergé par les détails. Mais la nuit, au Berghof, je reste souvent des heures, les yeux ouverts, à contempler de mon lit les montagnes éclairées par la lune. C'est lors de tels moments que la clarté se fait dans mon esprit. Pour Hitler, les petites choses ne doivent jamais venir occulter la grande idée. Une fois prise la décision d'attaquer la Russie pour des raisons tactiques, l'idée de départ, et la plus grande de toutes, s'affirme à nouveau: la lutte idéologique contre les Juifs et les bolcheviks. Pendant l'année 1940, Hitler a à peine mentionné les Juifs. Mais le 30 janvier 1941, à l'occasion de son traditionnel discours pour célébrer l'anniversaire de l'arrivée des nazis au pouvoir, il réitère une menace déjà faite avant la guerre. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Lors d'une série de conférences avec ses généraux au printemps 1941, il précise ses objectifs sans détour. 3 mars 1941. La campagne à venir conduira à une confrontation entre 2 idéologies. L'intelligentsia judéo-bolchevique doit être éliminée.
30 mars. Nous devons oublier la notion de camaraderie entre soldats. Ceci est une guerre d'extermination. Tandis qu'Hitler planifie cet anéantissement, Staline est toujours convaincu qu'il lui reste au moins 1 an pour se préparer. Le 13 avril 1941, il entreprend de protéger ses arrières en signant un pacte avec l'allié d'Hitler, le Japon. Ravi de sa manœuvre, il trinque avec le ministre japonais des Affaires étrangères, Matsuoka. Mais Staline reste fidèle à sa double stratégie. Lorsqu'il prend congé de Matsuoka, l'attaché militaire allemand à Moscou est présent et il déclare à celui-ci « Nous devons rester amis et vous devez tout faire pour cela. Nous resterons vos amis quoi qu'il arrive. » Mais Staline sait que cette amitié sur le long terme est une chimère. Peu après, il déclare aux diplômés de l'Académie militaire de Moscou « Il y aura la guerre, et notre ennemi sera l'Allemagne. » Mais cette guerre n'est pas encore engagée. Jusque-là, le raisonnement de Staline a été irréprochable. Il a prévu le conflit avec l'Allemagne et s'y prépare activement. Mais un événement va à présent le pousser à faire à son tour une erreur de jugement. En avril 1941, il reçoit une deuxième lettre de Winston Churchill. Comme la première, elle va avoir un effet électrisant sur son duel avec Hitler. Churchill l'avertit que les services de renseignement britanniques signalent des mouvements des troupes allemandes qui ne peuvent qu'annoncer une attaque nazie contre la Russie. Staline est immédiatement suspicieux. Non à l'égard des Allemands, mais des Anglais. Il dit à son état-major « La Grande-Bretagne essaie de nous faire peur avec les Allemands et de faire peur aux Allemands avec l'Union soviétique. Elle nous monte les uns contre les autres. » Puis, le 10 mai 1941, se produit l'un des événements les plus étranges de la guerre. Le dauphin d'Hitler, Rudolf Hess, s'envole d'Allemagne aux commandes de son Messerschmitt, traverse la mer du Nord et saute en parachute au-dessus de l'Écosse. Au même moment, l'assistant de Staline, Yuri Tchadaev, est présent aux réunions clés. Il note et plus tard tape à la machine tout ce que dit Staline. Les notes secrètes non publiées de Tchadaev permettent de comprendre comment la lettre de Churchill et l'équipée de Rudolf Hess incite Staline à élaborer une théorie du complot qui va avoir des conséquences dévastatrices pour son pays. 3 jours après l'arrivée de Hess en Écosse, Tchadaev consigne l'interprétation que fait Staline de ces 2 événements. D'un côté, Churchill nous envoie un message personnel pour nous avertir des intentions agressives d'Hitler. De l'autre, les Britanniques rencontrent Hess, qui est sans aucun doute le confident d'Hitler. Que peut-on en conclure? Eh bien, apparemment, quand Churchill nous a envoyé sa mise en garde, il pensait que nous activerions notre machine militaire, ce qui aurait donné à Hitler un bon prétexte pour lancer une croisade préventive contre l'Union soviétique. Aux yeux de Staline, la lettre de Churchill a pour objectif délibéré de déclencher la guerre entre l'Allemagne et la Russie. Et Churchill a rencontré Hess pour demander à l'Allemagne de frapper la première. À force de ruminer cette idée, Staline conclut que Churchill n'agit pas seul. Le 5 juin, il déclare à ses chefs d'état-major « L'Angleterre, la France et l'Amérique voient en l'Allemagne le seul espoir de se débarrasser du bolchevisme et aident donc les nazis dans leur croisade vers l'Est par tous les moyens possibles. » Cette conclusion, que les démocraties européennes et l'Amérique sont en train de se liguer contre lui, devient pour lui un article de foi. Au cours des mois de mai et juin,
les rapports des services de renseignement ne cessent de faire état d'une attaque allemande imminente. Staline les écarte comme relevant du grand complot destiné à le provoquer. Le 12 juin, il dit à ses généraux: « Je suis certain qu'Hitler ne se risquera pas à créer un deuxième front en attaquant l'Union soviétique. Il n'est pas fou. » Des millions de soldats allemands sont maintenant massés à proximité de la frontière russe. L'opération Barberousse, comme elle est désormais baptisée, doit être déclenchée dans 10 jours, le 22 juin. Le duel entre Hitler et Staline touche à sa fin. Alors que la date approche, Hitler se persuade qu'il est en train d'accomplir son destin. Le 16 juin 1941, 6 jours avant l'attaque, il dit à Goebbels: « Ce que nous avons consacré nos vies à combattre, nous allons maintenant l'anéantir. À tort ou à raison, nous devons gagner. Quand nous aurons gagné, qui nous demandera des comptes sur la méthode utilisée ? » Ce jour-là, un espion soviétique au sein de la Luftwaffe envoie un nouvel avertissement sur l'imminence de l'attaque allemande. Staline rétorque: « Dites à cette source dans l'armée de l'air allemande d'aller et sa mère. » Le 18 juin, les deux principaux généraux de Staline, Yukov et Timochenko, le supplient d'ordonner l'alerte générale. Staline leur rappelle qu'Hitler ne peut pas attaquer avant d'avoir passé un accord avec la Grande-Bretagne. Vous devez comprendre que l'Allemagne n'affrontera jamais la Russie toute seule. Mettez-vous bien ça dans la tête. Le 20 juin, 2 jours avant l'attaque, Hitler choisit la fanfare qui annoncera l'entrée de la Wehrmacht en Union soviétique, un passage des préludes de Liszt. Si Staline refuse de se rendre à l'évidence, une attaque de l'Allemagne nazie ne fait plus aucun doute pour ses proches. Le 21 juin, l'un d'eux, Georgi Dimitrov, se trouve à Moscou. Les rumeurs d'une attaque imminente se multiplient de tous côtés. Restons sur nos gardes. J'ai appelé Molotov ce matin. Il dit que la situation n'est pas claire. Un événement majeur se prépare. Le 22 juin, le même jour que Napoléon autrefois, Hitler envahit la Russie. À 3h30 du matin, l'attaque commence. Le plus grand déploiement militaire de l'histoire. Le Führer est comme libéré d'un mauvais rêve. À mesure qu'on s'approche de l'instant décisif, sa fatigue semble disparaître. Il me fait part de ses pensées. Nous n'avons pas d'autre option que d'attaquer. Cet abcès cancéreux doit être cautérisé. Staline tombera. À 7 heures du matin, j'ai été appelé d'urgence au Kremlin. L'Allemagne a attaqué l'Union soviétique. La guerre a commencé. Staline m'a dit: ils nous ont attaqués sans avoir présenté de doléances, ni demandé de négociations. Ils nous ont attaqués vicieusement, comme des gangsters. La théorie du complot imaginée par Staline, selon laquelle les démocraties conspiraient pour le provoquer, s'est écroulée. Son erreur de jugement vis-à-vis d'Hitler, l'homme qu'il prenait pour un stratège rationnel, a été totale. Hitler a réalisé un extraordinaire revirement. Un an auparavant, il voyait cette invasion comme un moyen de faire trembler la Grande-Bretagne. À présent, l'idéologie avec laquelle il a démarré 20 ans plus tôt occupe de nouveau la place d'honneur.
Il écrit à son allié italien Benito Mussolini: J'ajouterai une chose, Duce. Depuis que j'ai pris cette décision, je me sens à nouveau l'esprit libre. Le partenariat avec l'Union soviétique a souvent été très irritant pour moi, car d'une façon ou d'une autre, cela me semblait être en contradiction avec mes origines, mes idées et mes devoirs. Je suis heureux d'être libéré de ce supplice mental. Si l'opération Barberousse est ainsi une libération pour Hitler, elle constitue un choc sévère pour Staline. Sa fureur est dirigée à part égale contre Hitler et contre ses propres généraux, qui, en positionnant leurs forces comme il l'a lui-même demandé, ont permis aux Allemands de percer les défenses russes. C'est un crime monstrueux. Les responsables doivent en répondre sur leur vie. Des unités du NKVD sont envoyées sur le front pour arrêter les coupables. Le général Pavlov, chef des opérations sur le front, est fusillé. 5 jours plus tard, Staline fait remarquer: Lénine a fondé notre État et nous nous l'avons foutu en l'air. L'armée rouge, prise de court parce que Staline a refusé de lui permettre de se préparer, est en pleine déroute. 2 semaines après l'invasion, le général Halder a écrit dans son journal: 3 juillet 1941. Il n'est sans doute pas exagéré de dire que la campagne de Russie a été gagnée en 15 jours. Militairement, l'opération Barberousse bouleverse le cours de la guerre. Mais son duel avec Hitler a également sur Staline un effet psychologique crucial. Il fera observer plus tard: Quand vous essayez de prendre une décision, ne vous mettez jamais dans la tête de l'autre sous peine de commettre une terrible erreur. Staline a perdu le bras de fer psychologique. Hitler a été plus malin que lui. Mais la victoire allemande sera éphémère. La décision d'Hitler d'attaquer la Russie va porter un coup fatal à ses rêves d'empire et d'hégémonie européenne en général. Elle va susciter contre lui la formation d'une coalition de 3 chefs de guerre idéologiquement opposés. Pourtant, les relations entre les 2 grands démocrates de cette coalition vont commencer par un autre duel mental semblable à celui des dictateurs. Un duel truffé de soupçons mutuels, de fausses promesses et de dérobades. Un duel qui va lui aussi façonner l'avenir du monde.